Donc, mon écran est partagé, l'enregistrement est démarré. Donc, débutons. Hier, on a révisé la syntaxe ou découvert la syntaxe des tableaux en Carrel. Donc, si j'ouvre Notepad++, ce qu'on a pu voir hier, c'est qu'un tableau en Carrel, et remettons-nous en langage HDL ici. Ce qu'on a vu, c'est qu'un tableau en Carrel, évidemment, dans notre section des variables, ça se déclarait très, très simplement. On commençait comme une variable standard avec le nom de notre tableau, qui devait être un nom de variable permis. Donc, un nom de variable permis, c'est quoi? C'est un nom de variable qui n'est pas un mot-clé du langage Carrel, qui ne contient pas de caractères spéciaux, comme le underscore que je viens de mettre ici, qui ne contient pas d'espace, qui ne commence pas par un chiffre et qui doit être plus petit ou égal à 8 caractères, suivi de 2 points et suivi du type de données. Maintenant, au lieu d'avoir un type de données simple comme integer, double, real, on a vu le type de données array. Donc, une array est un tableau, donc est comme une boîte avec plusieurs compartiments, chaque compartiment pouvant accueillir de l'information. Donc, quand on crée un tableau, on spécifie le nombre de cases ou de tiroirs dans notre armoire, donc disons ici 4, et on spécifie le type de données qui doit être stocké à l'intérieur de ce tableau. Donc, ici, on avait notre exemple de la déclaration d'un tableau en Carrel et on s'est amusé à voir aussi la déclaration d'un tableau en C pour faire l'équivalence. Donc, en C, on aurait quelque chose comme int, nom de tableau. On aurait eu les crochets pour spécifier la taille de notre tableau. La différence ici étant la suivante, c'est que en Carrel, la première case de notre tableau de 4 cases ici allait être l'indice 0 et la dernière case allait être l'indice 4. Alors que en C, ici, la première case de notre tableau allait être à l'indice 0 et la dernière case allait être à l'indice 3. Donc, ce que ça nous permettait de voir, c'est qu'en Carrel, les tableaux commençaient leur adressage, si on veut, avec l'indice 1, alors que dans beaucoup d'autres langages, la première case d'un tableau était visée par le chiffre 3. Donc, c'est une des choses qu'on a vues dans notre cours précédent cette semaine. Après avoir jonglé avec les tableaux, on s'est amusé à faire quoi? Donc, on s'est amusé à faire quoi? On s'est amusé à réviser la syntaxe de la boucle for. Donc, si j'ai une variable que j'appelle compteur, par exemple, et qui est de type integer, ici, disons que cette variable est globale. Ça va, donc je vais faire 3 petits points ici pour dire que beaucoup plus loin dans mon programme, dans le programme principal ou dans une routine, par exemple, je vais exploiter ce compteur dans une boucle for. Bon, on a révisé la boucle de la boucle for. On a vu que c'était for une valeur de départ. En fait, on a fait mieux que ça hier. On s'est même créé des constantes et on a créé une constante qui était début et qui était égale, disons, à 1 et une constante qui était finale. Faisons ici ici, je vais dire fin, tout simplement, qui est égal à 5. Donc, for un compteur qui débute à début et qui va jusqu'à fin, do, donc faire quoi? Ici, end for. Donc, c'est le corps de notre boucle for. Et à l'intérieur ici, donc entre le do et le end for, on doit mettre le code qui doit se répéter ici 5 fois.
Ça va? Donc, puisque cette section-ci nous dit qu'on va tourner et exécuter successivement le code qu'il y a dans notre boucle, tant aussi longtemps que notre compteur est plus petit ou égal à 5. Cette boucle avait aussi une autre version. On pourrait faire ceci. Je pourrais mettre le 5 ici et mettre le 1 ici, venir faire début, fin, et au lieu d'écrire tout, écrire down to. Donc, ici, on aurait une boucle qui décrémenterait d'une valeur supérieure jusqu'à une valeur inférieure. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu qu'une boucle, on pouvait attaquer individuellement chacune des cases, pardon, un tableau, on pouvait attaquer individuellement chacune de ces cases en utilisant la syntaxe suivante. Donc, je vais redéclarer un tableau ici rapidement. Donc, un tableau, array, disons un tableau de 5 of integer. Donc, si je voulais insérer une valeur dans une case en particulier d'un tableau, ben, en réalité, ce que je pourrais faire, je pourrais venir écrire ici tab, crochet 1 égale 25. Ça serait équivalent à prendre la valeur 25 et la mettre dans la première des 5 cases de mon tableau. De la même façon, si je venais écrire 4 égale 27, je viendrais mettre la valeur 27 dans la 4e case. Si je m'amusais à mettre 6, par exemple, ben ici, mon programme planterait. Pourquoi? Parce que l'indice maximum de mon tableau en Carrel est 5. Donc, et à l'inverse, si je voulais récupérer une information se trouvant dans mon tableau, puisque mon tableau contient des integers, je pourrais avoir une valeur de type integer égale, et je viendrais donner le nom de mon tableau, crochet, la case dans laquelle je voudrais récupérer l'information. Donc ici, on irait chercher l'information qu'il y a dans la 4e case du tableau et on la stockerait dans une variable de type integer. Donc, ces mêmes opérations pouvaient être faites à l'intérieur d'une boucle for. Donc, de la manière suivante, par exemple, tab, crochet, CNT. Donc, CNT ici qui va prendre successivement, dans le cas de l'option down to, CNT va prendre successivement les valeurs 5, 4, 3, 2 et 1. Donc, on va viser la case 5, ensuite la case 4, ensuite la case 3, 2 et 1. Et on va y mettre quoi ici? CNT dans notre exemple. Donc, dans cet exemple-ci, la case 5 du tableau contiendrait 5, la case 4 contiendrait 4, ainsi de suite. Une fois que ça a été réglé, on a vu... Oui? C'est tab, monsieur, normalement, non? Tab, oui. Oui, effectivement. Merci. Tab. Donc, une fois qu'on a fini de couvrir ce concept, une fois qu'on a fini, excusez-moi, une fois qu'on a fini de couvrir ce concept de tableau, on a vu que plusieurs des types de données qu'on avait appris à utiliser dans notre cours d'introduction à la robotique, donc soit en 3e session, étaient en fait basés sur ce qu'on appelait des structures. Donc, je vais me débarrasser de mon exemple ici quelques secondes et on va y revenir. Donc, je vais faire un programme complet. Programme. Excusez-moi. Programme maintien. Ici, on va avoir notre begin pour le programme principal. Et ici, on va avoir notre end test, qui est le squelette de notre programme, à l'intérieur duquel on a une section de variables et on a une section de constantes. Donc, allons-y. Faisons un peu de ménage. Donc, dans un programme Carrel, si on n'a pas besoin de variables et si on n'a pas besoin de constantes, ben on n'utilise pas les mots-clés var et on n'utilise pas les mots-clés const. Mais le squelette suivant est obligatoire. C'est le minimum possible. Évidemment, si on fait un programme qui ne contient que ça, il n'y a rien qui se passe parce que notre programme ne contient pas d'instructions à exécuter. Donc, ce que nous avions appris à faire les sessions précédentes, c'est au moins déclarer des variables,
des variables de type... allons-y avec les x, y, z, WPA. Donc, on avait appris à déclarer des variables de type x, y, z, w, pr. Oups. Donc, je vais mettre P1 de type... on va faire P1 de type position. Ensuite, je vais faire un P2 de type X, Y, Z, W, PR. Et on se rappelle que pour initialiser une variable de type X, Y, Z, W, PR, ça nous prenait aussi CFG, ça nous prenait aussi une configuration mécanique. Donc, config. Donc, ce qu'on a découvert hier dans notre présentation PowerPoint, c'est que les variables de type position, tout comme les variables de type X, Y, Z, W, PR, tout comme les variables de type configuration mécanique, étaient en fait ce qu'on appelle des types de données complexes. Ils étaient basés sur des structures. La structure, contrairement au tableau, est une boîte, oui, qui contient plusieurs compartiments, mais ces compartiments peuvent être de taille différente. Donc, une variable de type position, par exemple, contient 4 vecteurs. Donc, un vecteur est un type de données contenant lui-même trois cases de type real, un real pouvant contenir une valeur réelle, donc 25.3 par exemple. En plus de ces 4 real, en plus de ces 4 vecteurs, le vecteur approach, le vecteur orient, le vecteur normal et le vecteur location. Donc, les vecteurs approach, normal et orient nous permettent de donner, on est en train de parler ici de type de données position. Donc, les vecteurs approach, orient et normal nous donnent l'orientation de notre position dans l'espace, alors que le vecteur location nous donne ses translations en X, en Y et en Z. La même variable de type position, la même structure, contient aussi en elle une variable de type configuration mécanique. Les variables de type configuration mécanique contiennent 3 real et 4 booléens. Donc, on peut composer des types de données complexes comme ça, basés sur une structure. Donc, on va revoir ici comment déclarer notre propre type de données, où est-ce qu'il doit être déclaré dans un programme, et parce que c'est nécessaire d'avoir ces notions-là clairement inscrites dans notre esprit pour être capable d'analyser les routines que nous voulons analyser aujourd'hui ensemble dans cette démo. Donc, je vais juste commencer par nous faire réviser un peu comment on travaille avec les variables de type position et de type X, Y, Z, W, PR, parce qu'elles sont fortement exploitées dans les deux routines que je veux traiter avec vous ce matin. Donc, une variable de type position, déclarée globalement comme ceci, on sait qu'on peut l'enseigner. Donc, prenons pour acquis que notre variable P1, elle est enseignée, et à partir de la variable P1, on veut initialiser la variable P2 qui, elle, est de type X, Y, Z, W, PR, qui prend donc un X, un Y, un Z, un W, un P, un R et une configuration mécanique. Quoique, si vous allez dans RoboGuide et vous avez une variable globale qui est de type X, Y, Z, W, PR, vous pouvez aussi l'enseigner. Vous pouvez faire Shift Record, Shift F5 et elle va être enseignée. Mais la bonne pratique de programmation veut que ce soit les variables de type position qu'on enseigne et les variables de type X, Y, Z, W, PR devraient être normalement calculées. Donc, je vais y aller ici. Il nous manque quelques variables pour la manipulation que je veux faire. Donc, je vais faire ici x1, y1, y2, oups, y1, z1, w1, p1 et r1, tous de type real, quoique il pourrait être de type integer, c'est pas trop grave. Donc, allons-y. On va réviser d'abord les fonctions pause et unpause parce que en plus d'être capable de créer nos propres types de données basées sur des structures, on a besoin de se rappeler comment utiliser pause et unpause pour manipuler des X, Y, Z, W, PR. Les fonctions avec lesquelles on va travailler aujourd'hui exploitent
presque exclusivement des x, y, z, w paires. Donc, révisons ensemble ce concept. Donc, j'y vais. Donc, si je veux initialiser un x, y, z, w paire à partir d'une position, il faut que je sois capable d'aller récupérer à l'intérieur de ma variable position toutes les informations qui sont stockées à l'intérieur de son vecteur approach, normal, orient, location, ainsi que sa configuration mécanique. Donc, comment est-ce qu'on y parvient? C'est en utilisant une fonction qui est native au langage Carel, donc qui vient par défaut avec le langage, qui est la fonction onPos. Donc, onPos, on ouvre les parenthèses, on lui passe la variable de type position à l'intérieur de laquelle on veut aller récupérer les informations. Donc, c'est comme si on défaisait, on démontait notre variable position pour aller chercher ces différents morceaux. Donc, on va... Oups, ceci va ici. Donc, on va démonter notre position comment? Comme ceci. Donc, on lui passe la variable qui contient l'information et une série de variables vides qui vont respectivement, ici, contenir le X qui se trouvait dans P1, le Y qui se trouvait dans P1, etc., etc. Et évidemment, aussi CFG, donc qui va contenir la configuration mécanique qui se trouvait dans P1. Une fois que c'est fait, on va maintenant utiliser la fonction pose. Donc, la fonction pose nous retourne un x, y, z, w pair initialisé. Initialisé avec quoi? Initialisé avec les informations qu'on passe en paramètre à cette fonction. Donc, P1 égale pose. On ouvre les parenthèses et on va lui passer notre x, y, z, w pair, c, f, g qui sont maintenant qui contiennent maintenant de l'information, puisqu'à la ligne 12, à la ligne précédente, avec onPos, on a chargé ces différentes variables, celles-ci, celles qui sont mises en surbrillance, avec des informations qu'on a récupérées dans P1. Donc, techniquement, après la ligne 13, la variable P1 et P2 se trouvent exactement au même endroit dans l'espace. Ça va, les deux points sont fusionnés en réalité. Si je veux maintenant déplacer P1, mais on pourrait faire quelque chose comme ceci. Donc, P1.location.x égale P1.location.x, disons plus 25. Et faire par exemple un simple move to P1. Donc, à la ligne 16, que ce que je viendrais de faire, donc P1 et P2 étaient fusionnés au même endroit, et maintenant je viendrais de déplacer P1 de 25 unités sans pour autant affecter P2. Si on veut déplacer P2, la syntaxe est similaire, mais puisque la structure position et la structure X, Y, Z, W, PR ne sont pas construits de la même façon. On a décrit tout à l'heure comment était composée la boîte position. La boîte X, Y, Z, W, PR ne contient pas de vecteurs. Elle contient 6 real, donc pour représenter le X, le Y, le Z, le W, le P et le R d'une position dans l'espace et une configuration mécanique. Donc, c'est une boîte qui est un peu moins lourde, qui a moins de compartiments. Donc, pour accéder à ces compartiments, la logique va être un peu moins lourde. Ce qu'on voit ici, ça va être P2.x directement pour accéder à son X égale P2.x plus 50, par exemple. Donc, on vient de modifier le X de cette variable. Ensuite, on fait un move to P2.
Donc, ça nous permet ici de réviser un peu comment est-ce qu'on travaille avec ces deux types de positions. Évidemment, puisque ici avec P2, j'ai accès directement au W, au P, au R, c'est très facile de jouer sur les orientations avec une variable de type X, Y, Z, W, P, R. Alors qu'avec une variable de type position, jouer sur les orientations, ben, c'est synonyme à modifier 3 vecteurs. Donc 9 coordonnées, 9 informations au complet. Les 3 informations du vecteur approach, les 3 informations du vecteur normal et les 3 informations du vecteur orient. Donc, voilà pour notre petite révision. Maintenant, ce que nous avons fait dans la présentation de R, ou commencé à faire, c'est que nous avons vu qu'on pouvait, tout comme on l'a fait avec des integers, créer un tableau d'integers, mais on pouvait aussi créer un tableau de X, Y, Z, W, P, R. Donc, chacune des cases ici présentes peut accueillir un X, Y, Z, W, P, R. Dans ce cas, comment puis-je faire pour accéder à un X, Y, Z, W, P, R spécifique se trouvant, disons, dans la case 1, 2 ou 3? Et plus important encore, comment puis-je accéder à un des paramètres spécifiques de ce X, Y, Z, W, P, R? Donc, c'est ce que on va essayer de reschématiser juste ici. Donnez-moi une seconde. Allons-y comme ceci. Donc, mettons ça de côté et un petit zoom out. Et de ce côté-ci, la même chose. Oups. Donnez-moi une seconde, je vais sortir ma souris. De ce côté-ci. Donc, je vais me débarrasser de ce code-ci puisqu'il a servi son utilité pour notre petite révision. Et tiens, redéclarons-nous un magnifique petit tableau de X, Y, Z, W, P, R ici qu'on va initialiser. On va mettre de l'information à l'intérieur et ensuite on va voir comment on pourrait aller accéder à chacune des cases se trouvant à l'intérieur, chacune des cases de chacun des X, Y, Z, W, P, R. On va voir comment on pourrait accéder à chacun des paramètres de chacun des X, Y, Z, W, P, R se trouvant à l'intérieur de chacune des cases de notre tableau. Donc, je vais redéclarer mon tableau, Toto, qui est une array de 4 X, Y, Z, W, P, R. Donc, X, Y, vous savez quoi? Je vais avoir besoin d'une partie du code que j'avais tout à l'heure. Donc, on va y aller comme ceci pour notre démonstration. C'est bon. Donc, allons-y. Okay. Donc, je vais rajouter un tableau de X, Y, Z, W, P, R qui est nommé comme dans la présentation. Donc, array de 4 X, Y, Z, W, P et R. Donc, le tableau est déclaré, mais il n'est pas initialisé. Et nous allons avoir besoin d'une configuration mécanique pour l'exploiter. Donc, excusez-moi pour ça, je vais réécrire le code que j'ai effacé tout à l'heure. Donc, on pause P1, virgule, on va récupérer nos informations. Voilà, juste ici, avec CFG. Donc, le but de l'opération ici était tout simplement d'obtenir une configuration mécanique qui allait me servir à initialiser chacun des X, Y, Z, W, P, R qui se trouvent à l'intérieur de
à l'intérieur de mon fameux tableau Toto. Maintenant, je veux, comme je l'ai dit, que chacun des X, Y, Z, W paires qui se trouvent dans chacune des... je veux mettre dans chacune des 4 cases de mon tableau un X, Y, Z, W paire complètement initialisé. Complètement initialisé, ça veut dire qu'il contient des valeurs de translation, des valeurs d'orientation et des valeurs de configuration mécanique valides. Or, j'ai maintenant une configuration mécanique valide. J'ai aussi des valeurs de translation et d'orientation qui sont valides. Un P1, excuse, un P1 de trop au début. J'ai un P1 de trop au début. Parce qu'il sort. P1. Oui, ok, c'est vrai, comme j'ai changé mes noms de variables. Donc, on va appeler ça P. Merci, Laurent. Et on va appeler ça P. Merci beaucoup. Ouais. Donc, allons-y. Donc, je vais utiliser une boucle for pour y arriver. Donc, for, et ça me prend un compteur. Donc, un compteur de boucle. Donc, je vais recréer un compteur de boucle for CNT qui est de type integer. Donc, integer. Et notre compteur, avant de l'utiliser, ici, puisqu'on lui donne une valeur de départ dans la boucle for, on peut tout simplement écrire CNT égale, on veut commencer à la case 1 de notre tableau, donc c'est l'indice 1, et on veut aller jusqu'à la case, excusez-moi, jusqu'à la case 4. Et on peut marquer do, et on fait notre end for. Maintenant, certains tableaux peuvent être très très longs et on ne connaît pas nécessairement leur taille. On aimerait calculer leur taille de manière dynamique. Est-ce qu'il n'existe pas une fonction qui peut examiner un tableau et me retourner sa taille? Effectivement, en Carrel, ça existe. On pourrait juste venir écrire ici array len, qui est une abréviation de length en anglais qui veut dire longueur, lui passer en paramètre Toto. Et cette fonction fait quoi? Cette fonction va nous retourner la taille du tableau, le nombre d'éléments. Donc, si le nombre d'éléments est 4, ça veut dire que le chiffre qui va être retourné ici est 4. Donc, on va itérer dans notre boucle de la valeur 1 à la valeur 4. Donc, c'est une fonction intéressante à exploiter aussi. Mais pour notre exemple d'aujourd'hui, je vais garder ça simple. Je vais mettre un petit 4 ici, tout simplement. Donc, à l'intérieur de cette boucle, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire la chose suivante. J'ai créé un tableau qui s'appelle Toto. Donc, il est déclaré, mais il est présentement vide. Et c'est un tableau de X, Y, Z, W, PR. Donc, si je fais Toto CNT, je pointe présentement la case 1 de mon tableau qui a assez de place pour contenir un X, Y, Z, W pair, mais qui n'en contient pas encore un. Elle est vide. Comment est-ce qu'on fait pour initialiser un X, Y, Z, W pair? On peut utiliser la méthode pose, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la méthode pose, ben, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Normalement, on lui passe un X, un Y, un Z, un X, un Y, un Z, un W, un P, un R et une configuration mécanique. Donc, moi, ce que je vais faire la chose suivante. Regardez bien. Donc, pose, je vais lui passer ceci. Et vous êtes donc tous conscients que si je laisse ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, dans ma première case, je vais avoir un X, Y, Z, W, PR avec un décalage de X1, de X2, de X3, pardon, avec des translations en X de X1, en Y de Y1, en Z de Z1, les orientations avec les valeurs contenues dans W1, P1, RE et la configuration mécanique qu'on a récupérée de P. Dans la deuxième case, je vais avoir un clone de exactement le même X, Y, Z, W, PR dans la troisième et dans la quatrième. Pourquoi? Parce que ces variables-ci, leur contenu ne change pas. Alors que si je viens m'amuser à faire quelque chose comme ceci, disons fois CNT. Donc,
ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, grosso modo, ce que je vais m'amuser à essayer de dessiner juste ici. Donc, faisons-nous de la place. J'ai bien dit, hein, je vais essayer de dessiner. Donc, si je me mets en mode dessin, je ne suis pas aussi doué que Soraya avec ça. Donc, allons-y. Voici ma fameuse table qu'on a l'habitué de voir dans la salle de robotique avec ses pattes. On a notre système d'axes qu'on va créer juste ici. Je vais changer de couleur. Donc, mon axe des Z, on va le mettre ici. L'axe des Y, il va être ici. Et l'axe des X, il va être ici. Jusque-là, ça va. Donc, si je prends, on va changer de couleur, prenons le bleu. Donc, on a un tableau de X, Y, Z, W, P, R, et ce qu'on voit dans notre code, si je me mets comme ça, parfait. Donc, ce qu'on voit dans notre code, c'est que c'est X, Y, Z, W, P, R. Si on regarde le code qu'il y a ici, leur Y reste constant, leur Z reste constant, leur W, P, R reste constant. Donc, leur décalage en Y et en Z, donc leur décalage en Y et leur élévation restent les mêmes, leur orientation reste les mêmes, leur configuration mécanique reste les mêmes. Tout ce qui change, c'est leur position en X. Donc, X1 fois 1, ça me donne X1. X1 fois 2, ça me donne 2X1. X1 fois 3, ça me donne 3X1, etc., etc. Donc, ça me ferait quelque chose comme ceci en réalité. Si je retourne dans mon logiciel de dessin et que je reprends mes stylos, ah tiens, je pouvais aller chercher des stylos plus gras. Disons, on va prendre ça ici. Donc, mon premier point, ça va, la première coordonnée, elle serait peut-être ici. La deuxième, oups. Donc, mon premier point, il serait peut-être ici. Mon deuxième, un peu plus loin, le long de l'axe des X. Mon troisième, un peu plus loin, le long de l'axe des X. Ici, disons. Et mon quatrième, un peu plus loin, le long de l'axe des X. Donc, si je m'amuse encore à changer de couleur ici, on peut imaginer ceci. Donc, je vais essayer de faire un rectangle comme ceci. Ouais, je m'améliore quand même en dessin. OK. Bon. Quelque chose comme ceci. Voilà. Tchouk. Tchouk. On comprend l'idée? Ouais. Parfait. Oui, oui, c'est bon. Donc si chaque X, Y, Z, W, P, représente la position d'une boîte dans une rangée de boîtes, ben regardez, avec une boucle et une ligne de code, une seule ligne de code, je viens d'initialiser une rangée de boîtes avec, donc, disons que ma distance, ma fameuse distance X1, mon décalage X1, c'est un décalage de ici à ici. Ça, c'est X1. Donc, on est d'accord que ça, comme ça, cette longueur-là, hein, de là à là, c'est 2x1. Et que cette longueur-là, c'est 3x1. Et que cette longueur-là, comme ça, c'est 4x1. Donc, c'est exactement ce que le code ici, il fait. Tout le monde voit l'idée? Donc, j'ai initialisé d'un seul coup 4XYZWPR. Et je viens de représenter une rangée de boîtes. Et j'ai fait ça avec un tableau et une boucle, au lieu d'être obligé de déclarer indépendamment 4 variables de type X, Y, Z, W, P, R.
et de les initialiser une après les autres. Je l'ai fait dans un tableau de XYZWPR. Donc, on verra aussi qu'on peut faire des tableaux 2 dimensions. Un tableau 2 dimensions, ben, ce sera plusieurs rangées de boîtes côte à côte. Un tableau 3 dimensions, ce sera une pile avec plusieurs rangées et en largeur et en hauteur. Mais on y arrivera en temps et lieu. Donc, maintenant que j'ai initialisé mes XYZWPR, la question de départ était, si on retourne sur la présentation, comment est-ce que je fais pour accéder au X seulement du XYZWPR qui se trouve dans la première case? Ou comment est-ce que je fais pour accéder au R seulement du XYZWPR qui se trouve dans la troisième case? Et quand j'ai accédé, c'est en lecture ou en écriture? En fait, c'est relativement simple. Je vais me mettre une variable ici que je vais appeler, tiens, val. Et elle va être de type real, parce que les composants d'un XYZWPR, donc le X, le Y, le Z, le W, le P, le R, sont tous des real, selon la documentation. Donc, on va mettre val, et val est égal à quoi? Donc, reprenons notre image. Donc, on sait que ceci est un élément qui est un XYZWPR. Cet élément se trouve dans une case d'un tableau. Donc, que ce soit un XYZWPR, que ce soit un booléen, que ce soit un integer, la façon d'accéder à un élément d'un tableau reste exactement la même. C'est toujours, toujours et toujours le nom du tableau. Donc, mon tableau ici s'appelle Toto, crochet. On spécifie la case qui nous intéresse. Donc, disons, moi, je veux lui ici, qui est dans la première case. Donc, je vais taper 1. Donc, présentement, Toto crochet 1 me retourne tout ça, tout cet objet-là. Je ne veux pas tout cet objet-là. Tout cet objet-là ne peut pas fitter dans un real. Je veux juste son X. Donc, je vais venir faire un point X. Et voilà, point X et non point X1, parce que le paramètre de translation en X d'un XYZWPR s'appelle X. Donc, voilà, en une ligne de code, la ligne 21, je viens de récupérer le X d'un XYZWPR en particulier, celui qui se trouvait où? Celui qui se trouvait dans la première case de mon tableau de XYZWPR. Donc, juste ici. Si je voulais modifier la valeur de Y, ça va, de ce même XYZWPR, ben, j'irai faire ceci. CTRL-C, CTRL-V, et on va changer le X pour un Y. Merci, c'est réglé. Tout le monde comprend l'idée? Tout le monde comprend ce qui vient de se passer? Ouais, là, on a pris le X parce que le X1 il a déjà été copié dans la valeur de position. Fait qu'on récupère ça au X. Exactement. Et j'ai oublié de mettre une valeur dans mon Y comme je voulais le faire. Voilà. Donc ici, on récupère le X d'un XYZWPR qui se trouvait dans la case 1. Et comment ça se fait qu'il y avait une information là-dedans? C'est parce qu'on l'a calculé ici. Quand le compteur était égal à 1, on visait ici la case 1. Et dans cette case 1, on a utilisé pause pour initialiser un XYZWPR avec les informations qui étaient ici à ce moment-là. Voilà pourquoi on est capable de récupérer cette information par la suite. Et puisque notre XYZWPR dans la case 1 était initialisé, il a déjà une valeur de Y, mais cette valeur de Y, on peut l'écraser avec une nouvelle information. Clair pour tout le monde? Oui. Parfait. Puis la valeur égale à Toto, puis en bas, pas besoin de refaire valeur est égale, vu qu'on écrase le 23 dedans. Exactement. Ici, je récupère ce qu'il y a dans le X. Donc, quand je récupère, ça va, je récupère ce qu'il y a à gauche, à droite du égal pour le mettre dans ce qui est à gauche du égal. C'est toujours ça. Donc, je prends ce qui est à droite du égal pour le rentrer dans ce qui est à gauche du égal.
Donc, ici, dans la diapositive de cours, on voyait comment était déclaré un XYZW pair en carrel. Donc, on commence avec le nom. En fait, on voit comment on déclare son propre type de données en carrel, ce qui a été fait par les ingénieurs de FANUC quand ils ont créé le type de données XYZWPR. Donc, on donne le nom de notre nouveau type de données, égale structure. On ferme notre nouveau type de données avec end structure et à l'intérieur de cette boîte, on dit quelles sont les cases qu'on veut créer et quelles doivent être leur taille. Donc, X, real, Y, real, Z, W, PR et la configuration mécanique. Donc, les 6 premiers paramètres d'une structure X, Y, Z, W, PR, ben, les voilà ici. Et on voit que dans une structure, on peut mettre une autre structure parce que la variable CFG qu'on peut attaquer dans un XYZWPR est de type config. Et le type config, on le voit ici, c'est aussi une structure. Une structure qui contient 3 integers et 4 booléens. Les 3 integers nous permettent de définir le degré de rotation maximum des axes principaux du robot. Le joint 1 qui est la base du robot qui lui permet de tourner de gauche à droite, le joint 2 qui le permet de bouger vers l'avant et le joint 3 qui est souvent son coude. Alors que les booléens flip, left, up et front nous permettent de restreindre là, les approches que le robot fait. Flip, par exemple, ça me dit si le robot peut attaquer comme ça ou comme ça. Left, s'il a le droit d'attaquer de la gauche ou de la droite. Up, du haut ou du bas, etc., etc. Donc, on va voir tout à l'heure comment créer, évidemment, nos propres types de données. Et ce qu'on a commencé à voir hier, c'est que moi, je me suis inspiré ici d'un set segment que vous connaissez en électronique comme thématique, comme idée, comme histoire pour nous permettre de créer notre propre type de données, un type de données qui représente et qui permet de construire physiquement un sur notre espace de travail. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon type de données digit et il est représenté à partir d'une structure qui contient une array de 7 XYZWPR qui va s'appeler segment et une array de 7 booléens qui va s'appeler statut. Donc, en revenant de la pause, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir que lorsqu'on crée un type de données, c'est magnifique, mais il faut aussi créer des fonctions qui nous permettent de manipuler ce type de données. Donc, on analysera ensemble la fonction init_digit et la fonction write_digit que j'ai débuté pour vous faire comprendre la logique, mais que vous allez devoir compléter parce que les 3 petits points qui sont ici et les 3 petits points qui sont là et là, c'est du code que vous allez devoir compléter d'après votre compréhension de ce qu'on va expliquer ici tout à l'heure. Mais peut-être, avant la pause, rajoutons dans notre gabarit de projet ici notre nouveau type de données. Donc, quand on crée un nouveau type de données basé sur une structure, ben, il faut le déclarer quelque part dans notre programme. Donc, on a vu que dans un programme Carrel, j'avais le mot-clé var pour indiquer le début de la déclaration des variables, que j'avais le mot-clé const pour indiquer le début de la déclaration des constantes. Par exemple, tiens, début, encore une fois, égale 5. Voilà la déclaration d'une constante. Mais pour déclarer de nouveaux types de données, on a un autre mot-clé, type. Et dans la section type, tout comme dans la section var et tout comme dans la section const, on peut venir déclarer nos nouveaux types de données, donc digit. Digit qui
est une structure. Donc, on va tout de suite aller fermer la structure. Et maintenant que ma structure est fermée, je peux définir de quoi est composée cette structure, de quoi est composé ce nouveau type de données qui s'appelle digit. Donc, dans notre cas, on aura accès à segment qui sera une array de 7 X, Y, Z, W, PR. On a oublié le mot-clé of. Et on aura aussi accès à status. Lui aussi une array de 7 of, mais cette fois-ci booléen. Et voilà le squelette de notre nouveau type de données. À partir de ce type de données, on pourra maintenant, dans la section des variables, venir déclarer une variable D1 de type digit. Donc, utiliser une variable qui est basée sur un type de données utilisateur, un type de données qu'on a construit nous-mêmes, ou plutôt déclarer une variable qui est basée sur un type de données qu'on a construit nous-mêmes, c'est pas plus dur que déclarer une variable d'un type de données qui existait déjà en Carrel. Par contre, qu'on déclare une variable P, ben, on sait que il y a des fonctions qui ont été créées en Carrel qui nous permettent d'exploiter une position. Par exemple, move to, move near, move away, move along. Ce sont tous des fonctions qui me permettent qui prennent en paramètre une position et qui permettent de la traiter ou de la manipuler. On pause prend en paramètre une position et me permet de la traiter ou de la manipuler. Donc, on vient de créer notre propre type de données ici, un digit. On vient de déclarer une variable de type digit, mais si on ne crée pas des fonctions qui nous permettent de manipuler un digit, ben, de manipuler un digit facilement, on est un peu coincé. Donc, faisons une pause ici et en revenant de la pause, on va continuer cette présentation.